Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la communication végétale, ou comment les plantes échangent sous terre entre elles, mais aussi avec les autres êtres vivants. Une seconde émission sera consacrée à la communication végétale aérienne, un domaine passionnant où les découvertes scientifiques récentes bouleversent notre représentation du monde végétal. Nous sommes avec le président de Floren, l'association des botanistes lorrains. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. François Vernier, bonjour. Bonjour. François Vernier, merci de nous recevoir ici dans les vergers qui entourent votre domicile à Écourt, c'est tout près de Nancy, pour évoquer dans cette première partie d'émission, en tout cas cette partie 1 d'une série de 2 émissions consacrées à la communication végétale, la communication chez les végétaux. Pour cette première partie, plutôt la communication souterraine. On verra plus tard ce qui se passe dans la partie aérienne. Mais là, aujourd'hui, on va parler avec vous, François Vernier, de la partie souterraine, ce qui se passe sous terre. D'une façon générale, François Vernier, les sciences naturelles ont beaucoup évolué sur la connaissance, voire la classification des végétaux. Tout à fait, ça a beaucoup changé, notamment au niveau de la biologie végétale, où, je dirais, les termes ne sont pas quand même tout complètement changés. Un arbre, par exemple, devant nous, est constitué de racines, ce qui est important et ce dont nous parlerons, je dirais, longuement durant cette émission. Ces racines servent à la fois, je dirais, de crampon à l'arbre, à tout végétal, mais servent aussi de pompe pour pomper les éléments qui lui sont nécessaires pour sa vie. Les racines elles-mêmes, François Vernier, ont d'ailleurs des formes très différentes en fonction des arbres. Tout à fait, il y a des racines pivotantes, il y en a qui sont traçantes, tout ça est différent selon les essences, selon les espèces. Ça, c'est très clair. Alors, ces racines pompent. Ensuite, je dirais que la sève brute, d'abord, monte donc dans l'arbre, donc par le tronc, par donc ces tiges. Toutes les plantes ont des tiges, que ce soit des arbres ou d'autres plantes. Et puis, donc, vont être, je dirais, transformées grâce à la photosynthèse qui a absorbé le gaz carbonique, qui va combiner ce gaz carbonique à l'eau de la sève pour transformer tout ça en sucre et vont donc amener, je dirais, la nutrition de cette plante, cette nourriture, donc pour l'arbre, et va redescendre donc sous forme de sève élaborée. Et tout ça grâce au soleil. Grâce au soleil, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, ça, c'est une usine, je dirais. L'arbre, le végétal d'une manière générale, est une usine végétale qui transforme du gaz carbonique qui, pour nous, ne sert pas tellement sinon que d'être gênant, en oxygène. Il faut dire aussi que les arbres, parce qu'on parle beaucoup de choses et d'autres qui sont plus ou moins fausses, que les forêts, par exemple, forment beaucoup d'oxygène. C'est vrai, ils en forment beaucoup, mais ce qui forme le plus d'oxygène sur notre Terre, ce sont les algues, notamment le plancton, qui forme 75% de l'oxygène est formé par le plancton dans les océans. D'où, je dirais, l'intérêt quand même de faire attention à ce qu'on fait au niveau des eaux, et notamment de rejets de plastique, puisqu'on a des océans de plastique, si on peut dire. Avec aujourd'hui plus de plastique, presque plus de plastique que de poissons. Voilà, oui, les poissons ne peuvent plus vivre dans le plastique d'ailleurs. Et en plus, il y a des tas d'animaux qui meurent justement d'ingestion de plastique, notamment les tortues marines. Je dirais que ça, c'est ce qu'on apprenait il y a 50 ans, en gros. Qui reste encore, je dirais, globalement... je dirais juste, c'est très clair. Sinon que la photosynthèse, je dirais, on pourrait faire un chapitre complet sur la photosynthèse, parce que c'est de la chimie de haut niveau fait par les plantes. En même temps, François Vernier, est-ce qu'on peut rajouter que les végétaux sont les seuls êtres vivants capables, grâce au soleil, précisément à la photosynthèse, à transformer des éléments chimiques inertes en matière vivante?
Non, on s'est aperçu qu'il y avait certains animaux, Bien. très récemment, des animaux qui comportent de la chlorophylle. Alors cette chlorophylle, selon aussi les dernières études, aurait été d'anciennes bactéries, enfin des micro-organismes qui seraient insérés dans les plantes et qui auraient effectivement occasionné cette photosynthèse au niveau des plantes. Et vous avez des noms? Des noms, non, je n'ai pas de nom En tête. particulier. Alors, on va revenir quand même à la communication végétale souterraine avec vous, François Vernier. Et je disais tout à l'heure que les sciences naturelles ont beaucoup évolué dans leur approche, dans leur classification. Oui, alors dans la classification, c'est très clair, parce que maintenant, on travaille beaucoup au niveau génomique et que, je dirais, il y a un certain nombre de plantes qui étaient nommées d'une certaine façon, qui rebasculent dans notre famille. Tout ça, c'est, je dirais, c'est de la classification. De spécialistes. De spécialistes. Et puis, je dirais que c'est, l'homme veut mettre dans des tiroirs les espèces. Ce qui est bien, parce qu'il faut une certaine classification. Mais il y a parfois, ça va très loin. Vous avez parlé, François Vernier, d'approche génomique. Oui, génomique, c'est-à-dire qu'on étudie en fin de compte l'ADN, et enfin au moins pour partie de l'ADN, pour voir si on avait les mêmes séquences au niveau de certaines espèces, et de pouvoir justement rapporter ces espèces à des familles qui sont cohérentes. Alors, jusqu'à présent, depuis très longtemps, on classait le monde vivant entre, grosso modo, non pas grosso modo, mais très sérieusement et très simplement, le monde animal et le monde végétal, ou le monde végétal et le monde animal. C'est là où les choses ont un peu évolué, François. Le monde a beaucoup évolué, notamment à partir de 1969, où là, Whitaker a déterminé les champignons comme faisant partie d'un règne nouveau, qui est le règne fongique. Ce fameux règne fongique. Donc, il s'est aperçu que les champignons, en fin de compte, avaient quand même un mode de fonctionnement qui était quand même différent du végétal, et puis était parfois plus proche du monde animal. Donc tout ça a fait qu'à partir de 69, les savants ont déterminé qu'il y avait un autre règne, alors que j'étais encore à l'école forestière à ce moment-là, et nous, on nous en parlait pas. Nous, les champignons servaient simplement, je dirais, à décomposer, en fin de compte, l'humus, à participer, je dirais, à la minéralisation du sol. Et faisant partie du monde végétal. Alors, ça faisait partie à ce moment-là du monde végétal, et ce qu'on appelait les végétaux inférieurs, ce qu'on appelait aussi les talophytes, parce que je dirais, leur forme, en quelque sorte, n'était pas très déterminée, si on peut dire. C'est que, en fin de compte, on avait un tal, ce qu'on appelait un tal, c'est-à-dire un ensemble de cellules agglomérées. Et c'était pas pour les savants, c'était pas si bien organisé, par exemple, que le domaine végétal tel qu'on le détermine actuellement. Alors, on est toujours dans votre. Alors, ce ne sont pas vos vergers à vous personnellement, François Vernier, mais vous en profitez au moins aussi en tant que promeneur, peut-être aussi à chaparder de temps en temps quelques fruits, même si c'est plus vraiment la saison. On va continuer avec vous cette discussion sur la communication végétale souterraine. François Vernier, qu'est-ce qui se passe alors sous terre? Alors, sous terre, ce qui se passe, déjà, les racines, on s'est aperçu que les racines répondaient à certains sons. À des sons qui sont de l'ordre de 220 Hertz, ils s'orientent vers ces sons. Alors, on s'aperçoit quand même que là, il y a, entre guillemets, une certaine sensibilité de la plante, alors que jusqu'à maintenant, la plante était considérée comme, je dirais, un être bien survivant, mais sans sensibilité, sans réaction par rapport, je dirais, à l'environnement. Et là, on s'est aperçu de ça. Puis on s'est aperçu que, pour parler des champignons, que ces champignons s'alliaient aux plantes. Et donc le premier qui a décrit ce genre de choses sans savoir ce que c'était, c'est Hartig, donc Théodore Hartig, en 1840,
qui a dessiné, en quelque sorte, parce qu'à ce moment-là, on ne faisait pas de photos, on dessinait, PAO. et a dessiné, en fin de compte, l'introduction de ce champignon dans les racines. Et, François Bernier, c'est ce qu'on appelle la symbiose. alors, justement, c'est ce qu'on appelle la symbiose. Hein, donc, et là, bon, Artig a laissé d'ailleurs un nom dans la biologie, c'est le réseau d'Artig, qui est constitué de cellules de champignons qui s'introduit non pas dans les cellules, mais entre les cellules. Entre les cellules, et qui permet effectivement de faire le lien entre tout ce qui se passe sous terre et puis la nourriture qui est amenée à l'arbre. Du coup, François Bernier, ça change notre vision des choses, où on n'est plus simplement avec des racines dans le sol, mais une véritable communauté de vie. Alors on est dans une communauté de vie et qui est très active au niveau des sols, très active. Alors je dirais malheureusement beaucoup moins dans les sols agricoles, parce que les sols agricoles, le fait des intrants, notamment des engrais, des pesticides, etc., ont éliminé énormément de champignons et d'autres organismes, tels que des bactéries, des protozoaires, des nématodes. Un matin, on m'a dit, petit frère. Un matin, on m'a dit, faut partir. C'est fini de rêvasser sur tes souvenirs. Va en ville, c'est ça l'avenir. Alors moi, je l'ai quitté, ma terre, celle qui connut mes premiers pas. Elle était un peu aride, je ne le nie pas, mais c'était la terre de chez moi. Tu sais, ma terre, tu restes collée à ma peau. Bientôt, je viendrai vers toi de nouveau. Pour sûr que c'était l'idée du maire de tout faire démolir par chez moi. Il y a quelqu'un qui en revient, paraît que là-bas, même les vieux sont d'accord pour ça. Ils veulent bâtir dessus ma terre, mais pour ça il faut paver le blé. À croire qu'ils ont oublié l'odeur de l'été, quand le soir le foin est rentré. Tu sais, ma terre, tu restes collé à ma peau. Bientôt, je viendrai vers toi de nouveau. Ils veulent rejeter les vieilles pierres et détourner le cours du vieux ruisseau. Va savoir s'ils n'iront pas chasser les oiseaux et cacher le ciel d'un rideau. Alors je vais revenir, ma terre, car la ville n'a pas besoin de moi. Et crois bien aussi longtemps que je serai là, ils ne pourront rien contre toi. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'est ma terre, tu restes collé à ma peau. Bientôt, nous serons heureux de nouveau. Nous
reprenons cette conversation avec vous, François Vernier, président de Florène, l'association des botanistes lorrains, au milieu des vergers qui entourent votre propriété à Écourt. C'est près de Nancy, pour parler avec vous aujourd'hui de communication végétale. Et vous nous disiez tout à l'heure, François Vernier, que on a découvert récemment que les racines étaient sensibles au son. Oui, tout à fait. C'est des recherches, je dirais très récentes, hein, qui ont permis de voir que les racines s'orientaient. D'ailleurs, Darwin le disait déjà un petit peu, puisque Darwin était quand même quelqu'un qui avait, entre guillemets, une préscience, parce qu'il disait que, en fin de compte, je ne sais pas exactement la citation, mais qu'en fin de compte, c'est certainement au niveau des racines que la plante a son cerveau qui est du niveau d'un animal de bas niveau. Voilà un peu ce qu'il disait. Ça rappelle de François Vernier, finalement, ce que l'on pensait avant la découverte de la chirurgie, en tout cas ce qui a permis la pratique de la chirurgie, et donc la découverte du fonctionnement des organes. On a longtemps pensé que notre cerveau à nous était le cœur. Oui, tout à fait. Oui, oui, on disait qu'effectivement, on a du cœur, d'ailleurs, voilà, dans les expressions. C'est toujours... là, on le disait toujours, ces expressions. Est-ce que, François Vernier, cette évolution, ces découvertes récentes sur le fonctionnement et la communication végétale, pour l'instant, on est en train d'évoquer ce qui se passe sous terre, mais est-ce que ça ne bouleverse pas aussi la conception même que les scientifiques ont longtemps eu précisément du règne végétal? Ah bah tout à fait, tout à fait. Là, on s'aperçoit que la plante a une certaine sensibilité, entre guillemets, bien sûr. Il faudrait peut-être trouver d'autres termes pour les plantes. Quoique, on sait très bien, par exemple, mais ça, on en reparlera au niveau de la communication aérienne, des plantes qui ont été massacrées donc par des gens, sont sensibles justement à l'approche des gens qui les ont massacrés. Ça, on l'a aussi mesuré. Une forme de stress qui s'instaure. Une forme de stress qui s'opère au niveau de ces plantes. Donc ça, c'est un domaine qu'on explorera, je pense, à la prochaine émission. Et puis j'imagine aussi, François Vernier, qu'on en est au tout début de ces découvertes. Tout à fait, oui. Mais les découvertes vont quand même relativement vite. Et pour parler notamment des mycorhizes, les mycorhizes, c'est l'alliance entre les champignons, donc myco, le champignon, tout le monde connaît le mycologue, certains sont mycophages. Ceux qui connaissent les champignons, ceux qui les mangent. Voilà, ceux qui les connaissent et ceux qui les mangent, qui sont des fois différents. Et donc, ces mycorhizes, c'est l'alliance entre le champignon et la racine. Alors, il y a trois types même de mycorhizes, mais deux types principaux. Il y a ce qu'on appelle les ectomycorhizes, celles dont j'ai parlé et qui ont été décrites, je dirais, à son corps défendant par Arctic, Théodore Arctic en 1840, et qui a été, en fin de compte, décrite scientifiquement en 1885 par Albert Frank. Ils sont tous les deux allemands. C'est deux Allemands qui ont découvert, en fin de compte, ces relations de manière, la première fois, je dirais, de manière tout à fait accidentelle, et puis deuxième fois en étudiant un peu plus les relations. Et ces mycorhizes, on s'aperçoit qu'elles sont très, très importantes dans la relation des plantes, à savoir déjà pour la nourriture. Pour la nourriture de ces plantes. Pour voir, par exemple, j'ai géré des sapinières vosgiennes, et dans ces sapinières vosgiennes, on voit très bien que les jeunes semis arrivent sous les arbres, mais quand on analyse la lumière qui arrive au niveau de ces semis, elle est à peine de 3%, parfois de 1%. Parce que c'est très dense. Parce que c'est très dense. Alors, comment un végétal peut arriver à vivre donc avec 1 à 3% de lumière? Eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait les arbres qu'on peut appeler les arbres mères, donc les grands, qui, eux, communiquent avec les jeunes et donc permettent justement à ces jeunes de vivre, de continuer à vivre sans lumière. Ça veut dire, François Vernier, si je vous suis bien, que c'est une espèce de pouponnière entretenue par les végétaux mères? Ah, tout à fait, c'est ça, c'est une pouponnière, tout à fait. Et une fois qu'on enlève l'arbre mère, on s'aperçoit que ces arbres montent très rapidement
Et j'avais eu une fois une sortie avec des forestiers roumains donc dans une forêt de l'Est de Meurthe-et-Moselle. Et on avait vu des arbres qui étaient là. Je leur dis, quel âge vous donnez à ces arbres-là? Ils faisaient entre 30 et 35 cm de diamètre. Oh, ils me disent, ils feront peut-être 50, 60 ans. Bon, je dis, regardez, il y en a qui sont coupés. Et maintenant, vous allez regarder un petit peu le nombre de cernes. On en était à 140. 140 ans, ce qui veut dire que pendant un certain temps, ces arbres qui étaient sous le couvert n'ont pas bougé, n'ont pratiquement pas bougé. Ils bougeaient un tout petit peu. Et puis, au moment où on les a mis en lumière, ils se sont mis à pousser. Et ça, le sapin est très commun de cette... Ça veut dire aussi, François Bernier, que, vous le disiez tout à l'heure, la façon d'appréhender aujourd'hui le sol, d'autres le disent, je pense notamment à Claude et Lydia Bourguignon, les agronomes, qui essaient de sensibiliser le monde agricole sur l'importance du sol qu'on considère souvent comme simplement un support. D'ailleurs, quand on fait de l'agriculture intensive hors sol, eh bien, c'est bien ce que ça veut dire. On ne se préoccupe pas du sol. En réalité, ce qui se passe au-dessus se passe également en dessous. Il se passe énormément de choses en dessous, beaucoup plus qu'au-dessus d'ailleurs, puisque là, on est sur un sol, en dessous de nos pieds, il y a des milliards d'êtres vivants. Des milliards, parce que pourquoi sur un hectare, par exemple, qui représente environ 3000 tonnes de terre, nous avons 20 tonnes d'êtres vivants. Alors, ces 20 tonnes d'êtres vivants, il y en a déjà la moitié qui sont en champignons. Et puis le reste en bactéries, en protozoaires, en nématodes, etc. Et des tas de micro, c'est la microfaune, la microflore qui permet justement à ce sol d'être vivant et d'être bien vivant. Alors, cela dit, ce que vous nous expliquez là tout à l'heure, à part cette sensibilité au son, François Bernier, on le savait, on le supputait, vous le disiez depuis au moins Darwin. Est-ce qu'il y a des découvertes aujourd'hui vraiment récentes, sont proprement fascinantes en ce qui concerne la communication végétale souterraine? Oui, on s'aperçoit que par exemple des arbres, des arbres ou des plantes, je dirais, avertissent en fin de compte du danger d'infection, champignons ou même l'attaque d'insectes et autres, et donc se transmettent des messages. Alors ces messages, ils sont pas très rapides, c'est pas, je dirais, Internet, c'est l'Internet. Il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. Minitel, on va dire. Alors il y a deux choses. Il y a des informations qui se font au niveau chimique, et là c'est de l'ordre du centimètre par minute. Cette information. Donc c'est pas du câble, c'est pas de la fibre, mais n'empêche que, je dirais, le modèle est là, et des impulsions électriques qui permettent, qui avancent en gros 1 centimètre par seconde. Donc, ce qui est pas trop mal, ce qui permet en milieu rural, quoi. Voilà, c'est ça, c'est les communications au milieu rural, si on peut dire. Donc voilà, c'est quand même important de savoir que toutes ces informations peuvent passer effectivement sous terre, sans qu'on le voit d'ailleurs, mais il y a une réaction, et il y a même des formes par les mycorhizes, par les champignons, des formations d'antibiotiques par exemple. Il y a aussi, ces champignons maintiennent une structure du sol qui est quand même fort importante, et ce qui n'existe pratiquement plus dans les sols agricoles. Il y a quelques années, l'Académie d'agriculture a fait un rapport d'alerte en disant attention, nos sols agricoles ne sont plus vivants. Des sols agricoles, François Bernier, d'ailleurs pas qu'agricoles, mais la vie sur Terre n'est possible que sur finalement 30 cm tout autour de la Terre, de la roche. Des fois plus de 30 cm. Moi, j'ai vu des sols qui étaient quand même relativement importants, qui arrivaient à 1 mètre, par exemple. Ça reste quand même très léger. C'est quand même, par rapport à la croûte terrestre, c'est quand même infime, bien sûr. Mais là-dedans, il y a effectivement, comme je disais, des milliards d'êtres vivants qui permettent justement une bonne vie du sol et donc un bon rendement. C'est ce qu'il faudra comprendre, je pense, à l'avenir, c'est qu'un sol bien vivant est rentable, alors qu'un sol qui n'est pas vivant,
on aura beau ajouter tous les engrais possibles, mettre tous les pesticides possibles, eh bien, on n'arrivera jamais à une bonne vie et un bon équilibre. François Bernier, on se retrouve avec vous dans quelques instants. On va continuer cette pérégrination dans les vergers autour de chez vous. On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. On alimente nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien, des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. Ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. Durablement vôtre, Éric Mutschler. François Bernier, le président de Floraine, l'association des botanistes lorrains, dont vous êtes le président, nous fait découvrir aujourd'hui la communication végétale dans cette première émission consacrée à la communication végétale sous terre. C'est ce qui se passe pour les arbres, les végétaux autour des racines. On découvre que c'est une véritable communauté de vie. Il n'y a pas que les racines et la terre, mais il y a plein d'autres choses, des milliards de végétaux et d'animaux, micro-organismes qui vivent. Et alors, il se passe aussi des phénomènes de communication. Et ce que vous disiez tout à l'heure me fait penser aussi à ce qu'on a découvert sur la communication entre les insectes, avec les fameuses phéromones qui sont capables d'être détectées à des kilomètres. Et puis on pense aussi bien sûr à la majesté de la communication des baleines en mer, qui sont capables là aussi de communiquer à des kilomètres. C'est quelque chose d'assez fascinant, non, ce qu'on découvre en ce moment, François Bernier? Oui, tout à fait. Sauf que là, on est maintenant, je dirais, il y a une ouverture des scientifiques sur, je dirais, le végétal, en ne le voyant plus comme simplement un végétal, et en voyant comme un être vivant qui est capable de communiquer. Et ça, c'est très important. Les scientifiques, François Bernier, ça veut dire que les scientifiques sont parfois pas très ouverts? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant... On va continuer à se promener dans votre verger. Jusqu'à maintenant, je dirais que les scientifiques, mis à part, par exemple, des gens comme Darwin, qui avaient quelques présciences, si on peut dire. Ça date un peu maintenant. Hein. Et ça date un peu, oui. C'est clair que là, ça fait quand même plus d'un siècle qu'il est décédé. Et bon, je dirais que les scientifiques, jusqu'à maintenant, considéraient le végétal comme un être vivant, soit, mais sans sensibilité, sans même intelligence. Alors que actuellement, on est en train de se poser des questions. Là, je ne dis pas qu'on a résolu les problèmes, parce que je pense qu'il y a encore un champ d'investigation qui est absolument énorme. On en est vraiment qu'au début, mais on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent. Et bon, savoir où est le cerveau de la plante. Bon, le cerveau de la plante, il ne doit pas y avoir de cerveau, mais il doit y avoir quand même des réseaux, si on peut dire, qui permettent justement cette sensibilité.
Parce que c'est vrai on le verra aussi à la prochaine émission sur les communications aériennes, où là, il y a des choses quand même qui sont assez formidables. Est-ce que la question de l'âme des végétaux, comme on se l'a posé pour l'âme des animaux, François Vernier va se poser? Oh, je ne pense pas, bon, l'âme, je ne pense pas qu'on se pose encore cette question-là. Bon, peut-être qu'un jour on se la posera, hein, c'est possible. Mais bon, là, pour le moment, on n'en est pas là. On en est simplement à dire, bon, effectivement, les végétaux, ça communique sous terre, ça communique en l'air. Bon, il y a des expériences qui ont été faites et qui sont quand même relativement intéressantes, hein, et qui continuent à être faites, notamment par l'Université de Vancouver, qui a beaucoup travaillé, notamment sur ce dont j'ai parlé au niveau de la communication entre les jeunes semis et les plants en mer. Hein. Donc là, il y a des choses qui sont en route, je dirais, et il y a ce qu'on peut appeler un changement de paradigme, hein, au niveau de la recherche sur ces végétaux. François Vernier, quand je vous écoute, je suis obligé de penser à ces tribus ancestrales, traditionnelles, ces croyances aussi, qui finalement détenaient d'une certaine manière une espèce là aussi de préscience, ou en tout cas d'intuition sur une forme de globalité de la nature. Ah oui, tout à fait. Ben, quand on voit, bon, notamment les Indiens, les Amérindiens, hein, pas les hindous, mais les Amérindiens, qui avaient une connaissance de la nature qu'ils ont plus ou moins perdu maintenant, parce qu'on les a mis dans des réserves, et que là, je dirais, on a certainement perdu une grande valeur culturelle à ce niveau-là. Des gens qui pouvaient se promener dans la forêt et en fin de compte, donner le nom des essences, rien qu'au son des feuilles. Hein, c'est-à-dire que bon, on peut voir aussi que les arbres peut-être nous communiquaient, en fin de compte, leur identité, donc par le bruit des feuilles. Vous, Bon. vous parlez beaucoup de Darwin, François Vernier. Est-ce que c'est pas aussi un peu Descartes qui a peut-être mis un arrêt définitif et qui a façonné notre mode de pensée occidental précisément de façon cartésienne? Ah ben c'est certain que Descartes, lui, a été, je dirais, très carré. Et donc, bon, a peut-être bloqué un certain nombre d'avances. Bon, autant il a développé, effectivement, bon, des concepts scientifiques et autres, mais il a peut-être bloqué cette façon de faire au niveau des scientifiques qui doit être l'ouverture. L'ouverture à tout. Et bon, c'est marqué aussi, je dirais, par notre civilisation judéo-chrétienne, qui fait que, bon, ma foi, bon, pour nous, les arbres, c'était des êtres inférieurs, pour les animaux, des êtres inférieurs, l'homme étant quand même en haut de la création, hein, de la Près du pyramide. ciel. Et ça, bon, on s'aperçoit que c'est peut-être plus modéré que cela. Ah. François Vernier, vous êtes vous-même un scientifique. On parle bien de science aujourd'hui. On rassure nos auditeurs, on n'est pas là avec un illuminé et un ésotérique. On parle bien de science aujourd'hui. On parle de science, oui, tout à fait. Hein. Bon, tout ce que je peux raconter, c'est des choses qui ont été, bon, je dirais, vérifiées, qui ont été testées. Il y a quand même un certain nombre d'expériences qui ont été menées et qui ont été conclues par ce genre de choses. Alors, on parlait tout à l'heure des mycorhizes, François Vernier, et puis aussi cette émergence d'un troisième règne. Les choses ont beaucoup évolué depuis la classification inventée par Linné et puis bien sûr ses prédécesseurs. Dans toutes ces choses que l'on découvre aujourd'hui, François Vernier, et qui sont strictement scientifiques, est-ce qu'il y en a, en ce qui concerne la communication végétale souterraine, une en particulier qui vous fascine? Ah ben, c'est la mycorhisation. La mycorhisation est quand même quelque chose de formidable, où on s'aperçoit que deux êtres de règnes végétaux différents, maintenant on le sait, c'est différent, bon, arrivent à communiquer, à se joindre pour
faire de la symbiose, ce qu'on appelle la symbiose, c'est-à-dire de l'échange entre les deux êtres vivants. Au bénéfice de l'un et de l'autre. Au bénéfice de l'un et de l'autre. Ce qu'on appelle la symbiose, c'est ça. Autrement, il y a du parasitisme. Oui, les champignons peuvent aussi être parasites. D'autres peuvent être ce qu'on appelle saprophytes, c'est-à-dire qu'ils vivent sur de la matière organique. Et le champignon n'a pas la chlorophylle nécessaire pour transformer des sèves, sèves brutes, en sève élaborée, donc en sucre nécessaire à sa nourriture. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, de toutes ces découvertes, François Verny, et qu'est-ce que ça va opérer comme changement dans notre perception du monde qui nous entoure, et puis peut-être aussi de son exploitation, même si le terme n'est pas très élégant? Alors, je dirais, au niveau de la conception, on avance énormément sur, la connaissance de notre monde, de monde vivant notamment. Et je dirais que ça nous rend peut-être plus modestes et plus humbles par rapport à ce que pouvaient être les savants, par exemple, du XVIIIe siècle, où tout le monde croyait tout connaître, et en fin de compte, on n'en connaissait qu'une petite partie. Qui risque de changer, c'est les méthodes de culture. Et ça, il va falloir peut-être beaucoup parler et beaucoup Alors là, informer. Pour le coup, François Verny, il est probable que la communication se fasse encore plus lentement que finalement les racines ne sont capables de communiquer sous sol. Au niveau des mycorhizes, oui, c'est vrai. Quoi qu'il peut y avoir des déclenchements. On le voit très bien en ce moment au niveau, par exemple, de l'agriculture biologique qui prend de l'ampleur. Alors derrière, il faut quand même mettre les moyens. Il faut mettre les moyens à la fois en formation, mais aussi, en argent, bien sûr, parce que... Mais c'est quand même une véritable révolution culturelle dans la perception que nous avons du monde. Tout à fait. Oui, le monde, tel que, je dirais, il était après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un monde, où il fallait produire, où il fallait, bien sûr, il y avait du monde à nourrir, donc il fallait produire. Donc les engrais sont arrivés, les pesticides là-dessus sont arrivés pour essayer d'avoir un maximum de production. On est parti, de 10-12 quintaux à l'hectare de blé, et on arrive aujourd'hui à des 80-100 quintaux. Avec l'amélioration aussi des espèces, des variétés, etc., ce qui est pas mal. Mais, parallèlement, on a complètement cassé les sols. Ces sols ne vivent plus. Et ce qui fait que, on a amené des engrais, on a amené des pesticides qui ont carrément détruit toute la vie du sol. Et puis, un tiers de l'humanité continue à mourir de faim. Et un tiers de l'humanité continue à mourir de faim, hélas. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau
ruisseau des jours, aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir, comme en un miroir, l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs. Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Encore! Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Durablement vôtre, Éric Mutschler. François Vernier, comment devient-on président de l'association des botanistes lorrains Florennes? Alors quand je vous dis comment devient-on, bien sûr vous allez me répondre par une élection au cours d'une assemblée générale, mais c'est évidemment pas le sens de ma question. Non, c'est relativement simple. C'est en 1996. Nous connaissions entre quelques botanistes et je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'ouvrir la botanique, je dirais, au monde extérieur, si on peut dire, de la botanique. Et à ma grande surprise, c'est que le jour de l'Assemblée générale constitutive, on était déjà plus d'une trentaine de personnes. Et première année, 80 adhérents. Aujourd'hui, on a plus de 200 adhérents, alors que le conservateur du jardin botanique de moment m'avait dit quand vous serez 20 à 30, ce sera déjà bien le maximum. Donc là, nous, on a pratiquement décuplé, je dirais. L'objectif est largement dépassé. L'objectif est largement dépassé. Et je trouve que ce qui est intéressant par rapport aux autres associations de botanistes, c'est qu'on a beaucoup de jeunes. Alors, je dirais, c'est certainement pas un accident. C'est que nous travaillons quand même beaucoup avec les gens de la faculté de sciences, avec l'ENSAIA, avec l'Université de Lorraine. L'école d'agronomie. Et que nous encadrons un certain nombre de stagiaires. Donc, ce qui fait que ces stagiaires, bien sûr, je dirais, adhèrent généralement à Florennes et puis le disent à leurs petits copains en disant ce que fait Florennes, c'est quand même pas mal. Donc, petit à petit, on a des jeunes qui viennent. Donc, à l'Assemblée générale du 27 janvier, nous aurons 3 jeunes qui sont candidats au conseil d'administration. Donc, ça fait plaisir parce qu'effectivement... Est-ce que François Vernier, ça ne provient pas aussi du fait que aujourd'hui l'université ou les études supérieures ne proposent plus véritablement d'approche botanique? Oui, c'est vrai. Je dirais que ça recommence un petit peu. La preuve, c'est qu'on me demande de faire une intervention, ce qui est quand même pas grand, une intervention de 3 heures sur la phytosociologie. Et puis que des étudiants viennent donc à nos cours de botanique, puisque nous organisons des cours de botanique maintenant depuis 2 ans ici, et nous avons quand même près de la moitié qui sont des étudiants donc de la fac qui viennent ici justement pour apprendre la botanique. Et puis aussi une pratique finalement très accessible à n'importe qui. On n'est pas obligé d'être docteur en botanique pour venir assister aux conférences et aux sorties qu'organise régulièrement Florennes. Tout à fait. Non, mais justement, c'était l'objectif primaire de l'association. C'était justement de récupérer, je dirais, un certain nombre de gens qui sont amateurs de botanique, mais qui ne sont pas obligatoirement des savants en botanique, pour justement les former. François Vernier, tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui, dans cette première émission consacrée à la communication végétale souterraine, est-ce que finalement ça ne donne pas aussi de nouveaux horizons? Est-ce que ça ne donne pas un intérêt supplémentaire aujourd'hui à la botanique capable de rivaliser avec les jeux vidéo? Peut-être. Avec les jeux vidéo, je crois qu'on a fort à faire parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'émissions, je dirais, sur les jeux vidéo que sur la botanique en ce moment. Mais je dirais ça, c'est une autre approche, effectivement, de la botanique. C'est plus uniquement la botanique pour reconnaître les plantes. Il y a toute cette botanique aussi de reconnaissance des milieux, donc de ce qu'on appelle la phytosociologie, comment les plantes vivent ensemble, comment elles peuvent
peuvent vivre ensemble. Et là, effectivement, au niveau souterrain, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses. Bon, exemple, les champignons, certains champignons, notamment des bolets, on les retrouve souvent sous les chênes. Pourquoi? Parce que le chêne est mycorhizé avec des bolets. Donc, il y a... Même chose pour les truffes. Même chose pour les truffes. Enfin, les truffes, c'est le noisetier, ça peut être plusieurs... C'est pas uniquement le chêne, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas que le chêne, il y a les noisetiers, d'ailleurs. À Brabois, donc pas très loin d'ici, il y a donc maintenant un verger truffier qui permet justement de faire de la récolte de truffes. Alors, c'est pas de la truffe noire, c'est pas la truffe du Périgord, mais bon, c'est des truffes qui peuvent aussi être cuisinées. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? François Vernier, président de Floraine, l'association des botanistes lorrains, avec tout ce que l'on découvre aujourd'hui sur la communication végétale, absolument des choses passionnantes. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que vous allez plutôt nous faire un coup de gueule. Ah bah tout à fait. Un coup de gueule vis-à-vis des décideurs qui ne comprennent toujours pas et qui n'écoutent pas les savants, les scientifiques d'une manière générale. On écoute très rarement les scientifiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que la communication scientifique est relativement lente, presque plus lente que les communications entre les végétaux. Mais bon, s'ils écoutaient un peu plus les scientifiques, je pense qu'ils gagneraient énormément d'argent. Et pour ça, c'est tout simple. C'est que, par exemple, en agriculture, on arrête les intrants. Donc, c'est vrai que les décideurs sont souvent poussés par l'industrie agropharmaceutique qui veut vendre ses produits à tout prix. On a vu pour le glyphosate très récemment, où là, l'interdiction du glyphosate n'est pas encore faite. Bon, même si l'autorisation n'est donnée que pour 5 ans et que 3 ans pour la France, mais 5 ans pour l'Europe. Alors, oui, Nicolas Hulot s'est engagé pour justement réduire à 3 ans ce délai. Mais n'empêche qu'actuellement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui meurent de cancer à cause de ces traitements au glyphosate et autres produits quand même qui sont délétères. Et il faudrait peut-être justement penser à ces gens-là qui sont en train de mourir pour dire, arrêtons quand même un peu les dégâts. Moi, j'ai vu, à un moment où j'étais encore en service à l'ONF, un président de syndicat des eaux qui a été obligé de changer de captage d'eau parce que ces eaux étaient superchargées en atrazine et simazine, et donc a été obligé de changer son captage, parce qu'on était largement au-dessus des normes internationales concernant ces produits qui sont de toute façon, je dirais, de manière indéfinie dans le sol. En même temps, François Vernier, comment est-ce qu'on explique une forme d'autisme des politiques à l'égard des savants? Est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est de la méconnaissance? Est-ce que c'est un refus de comprendre? Ou est-ce que c'est aussi peut-être une forme d'acculturation complète à une croyance issue des 30 Glorieuses, avec une difficulté à accéder à une autre manière de voir le monde? Alors, je pense qu'il y a un peu de tout ça, et je dirais que et surtout, je dirais, il y a les lobbies. Il y a les lobbies qui représentent parfois peu de monde, en quelque sorte, mais qui sont très actifs, très, très actifs. Alors, c'est tout le problème, c'est que ces gens-là, qui n'ont pas de formation scientifique, qui ne raisonnent que, je dirais, en fonction de leurs intérêts, c'est ça le problème, vont aller voir les bonnes personnes au niveau des décideurs pour bloquer un certain nombre de décisions qui seraient bonnes à prendre. Et ça, c'est quand même dommage. Est-ce que les associations, François Vernier, doivent aussi se mobiliser et faire finalement un contre-lobbying? Et est-ce que c'est dans leur gène, précisément, d'avoir ce type de démarche? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose qui bloque du point de vue du côté associatif? Alors ça, c'est vrai que c'est pas tout à fait dans le gène des associations, d'une manière générale, mais je crois que actuellement, on est en train de voir justement cette montée, en fin de compte, des associations contre des projets. On a vu pour le renard, notamment, où d'ailleurs Floraine fait partie du collectif Renard Grand Est, pour justement
que ce renard, qui est quand même un auxiliaire très important de l'agriculture, ne soit plus déclaré nuisible et ne soit plus tiré comme on le fait systématiquement, avec des tirs de nuit, avec des piégeages, avec la chasse, etc. De jour comme de nuit, oui. De jour et de nuit. Là, on est en train d'essayer de faire comprendre aux gens que le renard, c'est quand même un allié contre l'envahissement des campagnols, par exemple, et parallèlement, je dirais, justement, de moindres effets de poison que l'on peut mettre pour tuer ces campagnols. François Vernier, on est au tout début de l'année 2018. Vous êtes confiant à l'égard de cette prise de conscience des gens? Confiant, moi, je ne crois à ce que je vois, et je dirais que en ce moment, j'ai un petit peu peur parce que je vois des lobbies qui montent et qui ont des gros moyens, alors que les associations ont des petits moyens. C'est ça aussi le problème. Le problème des lobbies, c'est généralement ceux qui arrivent, je dirais, tout proches du pouvoir et qui arrivent donc à payer des gens, je dirais, relativement bien, pour que ces gens puissent avoir un pouvoir vis-à-vis des décideurs. Merci François Vernier. Merci, à bientôt. Je rappelle que vous êtes le président de Florène, l'association des botanistes lorrains. Pour en savoir plus, participez à vos nombreuses sorties nature pour découvrir les plantes sauvages de Lorraine et s'initier à la botanique. Rendez-vous sur www.florène.net. Vous avez pu écouter dans l'ordre Mater par le groupe vocal formé à Lyon, alors en zone libre en 1941, Les Compagnons de la chanson, paru sur le 33 tours au temps de Pierrot, sorti en 1972. C'est Mater par Christophe Marquichon, alias Christophe Mahé, paru sur l'album Live Comme à la maison, sorti en 2008. Et enfin, Jean du Pays par le Québécois Gilles Vigneault, que beaucoup considèrent comme l'hymne national du Québec, sorti en 1975, capté ici lors du spectacle 1x5 du 23 juin 1976 devant plus de 400 000 personnes. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.